Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ça commence dans le port d'Amsterdam, cette histoire. Nous sommes à Amsterdam le 15 mars 1916, autant dire en pleine Première Guerre mondiale. La matinée est froide, c'est la fin de l'hiver, la mi-mars. Il y a beaucoup de monde sur les quais, il y a des matelots, des ouvriers, des dockers qui sont là, qui savent faire de tous côtés. Au milieu de tout ce monde-là, un homme qui observe attentivement les marchandises dont il est responsable et qu'on est en train de charger à bord d'un cargo à vapeur qui s'appelle le Tubantia. C'est une petite cargaison qui a l'air tout à fait banale. Il s'agit de 30 meules de fromage, ni plus ni moins. Pourtant, l'homme est là, sur le quai, qui s'assure que toutes les meules sont bien chargées, soigneusement dans le navire. On se dit qu'il est très attentif à ses fromages. Et une fois la marchandise à bord, on le voit qu'il vient s'assurer lui-même que tout a été convenablement disposé. Il faudrait pas que ça verse sous l'effet du roulis ou du tangage. Avouez que c'est quand même pas un comportement habituel de la part d'un homme qui est censé ne transporter que du fromage. Après ces ultimes vérifications, l'étrange bonhomme monte à bord du cargo et il attend patiemment que le Tubantia quitte le port d'Amsterdam. Aux environs de 5 heures de l'après-midi, le navire appareille, l'homme observe les côtes hollandaises qui s'éloignent et là, il peut souffler. Ça y est. Il est parti pour une traversée en direction des États-Unis et tout ça a l'air de bien commencer. Alors, qui est-il cet homme ? Il répond au nom de O'Donaghon. Comme son nom l'indique, il est d'origine irlandaise. Il vit en Allemagne depuis 5 ans. Il avait dû fuir son pays natal parce que il souhaitait que celui-ci obtienne l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni. Vous savez, on est en pleine période nationaliste irlandaise et c'est logiquement qu'il s'est donc engagé dans l'armée du Kaiser pour aller combattre les Anglais sur le front français. Sur le front de l'Ouest, comme on dit quand on est en Allemagne. Sauf que dans les premières semaines du combat, il a été blessé. Quand je dis blessé, très blessé, puisqu'il a été amputé du bras droit. Et comme il est maintenant dans l'incapacité de reprendre les armes, eh bien, on lui a proposé de travailler comme agent. On lui a confié des missions officieuses. Et une de ces missions, eh bien, l'a emmené jusqu'au port d'Amsterdam. Voilà le début de notre histoire. Parce que ce qu'il faut vous dire quand même, c'est que, vous l'avez sans doute compris, dans les meules de fromage ont été dissimulées des choses importantes, des choses précieuses. En vérité, il y a toutes sortes de lingots d'or, d'innombrables rubis, tout ça pour une valeur estimée à 2 millions de livres sterling de l'époque. Vous imaginez l'immense fortune, toutes ces richesses appartenant à l'État allemand. Et O'Donaghon a pour mission d'accompagner ce trésor jusqu'en Amérique et de revenir en Europe avec des fûts de pétrole et de minerais destinés à l'industrie de guerre allemande. Il faut vous dire que les empires centraux subissent à l'époque le blocus qu'impose la Grande-Bretagne et la France. C'est la raison pour laquelle ce voyage s'opère sur un navire neutre, un navire hollandais. Les Pays-Bas sont neutres dans ce conflit. C'est donc dans les cales pleines de lingots que c'est donc avec ce chargement extraordinaire que le Tubantia prend la direction des États-Unis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Dès la première nuit, on est le mercredi 15 au soir, entre le mercredi 15 et le jeudi 16 mars 1916, un brouillard se met à couvrir le ciel de la mer du Nord. O'Donaghon part se coucher dans sa cabine, sauf que vers 2 heures du matin, il est réveillé par une déflagration assourdissante. C'est Léon Speyard, dans un article qui a été publié par Historia, qui rapporte le témoignage de O'Donaghon évoquant le naufrage. À 2h20, je fus réveillé par une explosion si violente qu'elle fit vibrer tout le navire. La machine s'arrêta, je mis mon gilet de sauvetage, à bord aucune panique. Le commandant du navire rassura les passagers. La TSF avait envoyé plusieurs SOS et des bateaux se dirigeaient vers nous. Moi, je pensais à l'eau qui envahissait les cales. Je pensais à mes fromages, à mon or. Tout ce trésor allait être englouti, perdu à jamais.
O'Donaghuen exprime sa stupeur lorsqu'il évoque la sérénité dont le capitaine du Tubianta a l'air de faire preuve alors que son cargo s'apprête à descendre vers les fonds marins. Eh bien, lui a l'air parfaitement calme. Il est imperturbable, ce capitaine. L'évacuation du navire se passe tranquillement. Toutes les personnes à bord sont évacuées sur des canots de sauvetage et sur son canot, notre agent allemand se trouve en compagnie du 4e officier du navire qui témoigne avoir vu un sous-marin peu de temps avant l'explosion. D'ailleurs, il ne peut pas y avoir d'autres explications à un accident comme celui-là. Qui pourrait souhaiter torpiller un navire neutre ? Alors que les canots s'éloignent progressivement du Tubianta, le navire s'enfonce donc vers sa dernière demeure et O'Donaghuen est là, qui assiste impuissant à la fin d'une mission dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle a été un total échec. Il est bien conscient de la perte, de l'engloutissement de ces richesses considérables dont on lui avait donné la responsabilité. Vers 4 heures du matin, lueur à la surface de la mer, l'officier se saisit de la torche électrique, il émet des SOS, sauf que personne ne répond. Et l'officier dit « Mais ça, c'est le sous-marin qui nous a torpillés !» Et quelques heures plus tard, un navire hollandais va passer dans les parages et finir par repérer les malheureux passagers du Tubianta. Il leur porte secours. Bref, on les récupère, on les réchauffe, on les renvoie vers la terre ferme. O'Donaghuen ne sait que faire parce que lui seul, évidemment, parmi les rescapés, lui seul était au courant de la présence de ce trésor. En tout cas, ça, c'est ce qu'il s'imagine. Vous écoutez Radio Classique. Voilà notre homme, là, ce O'Donaghuen, qui est de nouveau en territoire hollandais. Alors bon, ils accostent dans un port, ils prennent il va prendre un train qui le ramène jusqu'à Amsterdam. Il est vraiment très mal, notre agent, parce que, vous imaginez, la catastrophe pour lui. Il était chargé de veiller sur ce trésor qui était une partie des richesses du Kaiser, et voilà qu'il a laissé tout ça terminer au fond de l'océan. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Est-ce qu'il doit retourner en Allemagne et faire son rapport, ou au contraire, est-ce qu'il doit se garder de jamais retourner là-bas ? Bref, pour le moment, il est là sur les quais, il est au port pendant plusieurs jours, il essaie de faire de s'informer, de savoir un peu ce qui s'est passé, et par un certain nombre de marins, il apprend que le sous-marin qui a coulé le Tubantia était bien un sous-marin allemand. Et d'ailleurs, 3 des embarcations de sauvetage du Tubianta contiennent des éclats de torpilles, ce qui fait qu'on a pu analyser ces éclats, et les experts hollandais sont formels. Oui, c'est bien le modèle allemand de torpille. La Hollande, pour autant, ne fait pas du tout de reproches publics à l'Allemagne. Pour quelle raison ? Vous voyez que les mystères sont en train de s'accumuler dans cette affaire. Dans un ouvrage qui s'appelle 100 millions d'or, qui était paru aux éditions Flammarion, voilà ce que le grand Claude Farrer écrit. N'oubliez pas la date mars 1916. L'Europe, qui se battait à peu près tout entière, n'était pas d'humeur à bavarder exagérément à propos d'un paquebot coulé. Les gazettes de Hollande en parlèrent peut-être, mais discrètement. Entre l'enclume anglo-française et le marteau germanique, les Pays-Bas tâchaient de se faire tout petits. La compagnie de navigation produisit sa police, la compagnie d'assurance paya, le tout sans préjudice de réclamation possible pour l'avenir. O'Donaghuen a vraiment de quoi rester sidéré. Pourquoi un sous-marin allemand aurait-il envoyé par le fond le Tubantia, alors que non seulement il s'agissait d'un navire qui appartenait à un pays neutre, mais qu'en plus le navire en question était réputé contenir, en tout cas les services le savaient forcément, une partie des richesses du Kaiser. Eh bien, 105 ans plus tard, il est possible d'affirmer que tout cela ne relevait pas du tout de l'erreur. Dans les registres de la marine allemande, il est bel et bien mentionné que le navire Tubantia a été torpillé dans la nuit du 15 au 16 mars
Et lorsque l'on regarde quelles ont été les conséquences de ce torpillage, on se rend compte qu'il n'y a eu aucune mise à pied. Non, personne n'a été limogé. Ce qui laisse sous-entendre que le haut état-major allemand était parfaitement au courant de cette affaire. Deuxième indice également, que à l'époque ne peut pas posséder notre Odenhagen, c'est que le soir du 15 mars, le capitaine du Tubantia a reçu un télégramme qui émanait de l'amirauté anglaise et qui lui imposait une escale à Falmouth, au sud-est de l'Angleterre. Probablement pour s'assurer que la marchandise n'était pas destinée à approvisionner l'Allemagne. Lorsque le capitaine reçoit ce message, il le transmet aux Allemands. On ne connaît pas leur réponse, mais la suite des événements ne laisse pas tellement de doute sur la décision qu'ils ont prise. Ah, il fallait que le navire s'arrête en Angleterre. Eh bien, voilà. Quelques heures plus tard, un des sous-marins allemands est venu torpiller ce cargo et l'a envoyé par le fond. Les Allemands ont préféré perdre leur or plutôt que de le voir passer en des mains étrangères. Sans doute ont-ils pensé qu'à la fin de la guerre, qu'ils espéraient victorieuse à ce moment-là, on est encore en 1916, sans doute ont-ils pensé qu'ils auraient tout loisir d'aller chercher cette épave et donc de retrouver le trésor. Bref, à l'époque, tout ça, Odenhagen l'ignore. Ce qu'il sait, lui, c'est qu'un trésor se trouve au fond de la mer. Et évidemment, ce fait ne le quittera jamais. Pour l'heure, la guerre l'empêche d'aller fouiller l'épave du navire. Dans l'immédiat, il souhaite surtout se mettre à l'abri. Il ne va pas retourner en Allemagne après l'échec de sa mission. Il essaie de se faire oublier. Il s'installe aux Pays-Bas, pays qui va rester neutre pendant toute la durée du conflit. Et à la fin de la guerre, eh bien, vous savez que c'est la défaite de l'Allemagne. Et si certains, sans doute, se souviennent du naufrage du Tubantia, personne ne sait plus ce que renfermaient exactement ces cales. Odenhagen, lui, ne l'a pas oublié. En 1922, il va démarcher un Anglais qui s'appelle le Major Sidney Sipe, qui est un ancien as de la Royal Air Force, et il va lui proposer quelque chose d'extraordinaire. Voilà ce que lui dit Odenhagen. Je suis le seul aujourd'hui à savoir que la chambre frigorifique du Tubantia contient une trentaine de fromages de gruyère, recelant des lingots d'or d'une valeur de 2 millions de livres sterling, ainsi que des diamants, des rubis. Il faut se hâter de récupérer ce trésor. Vous imaginez la réaction du major anglais, là, ce Sipe, qui très vite va se laisser convaincre et accepte l'idée de se lancer dans ce qu'il faut bien appeler une chasse au trésor. Et il va demander à un de ses amis de les accompagner. L'ami en question est un Français, il s'appelle Paul Truc. Il travaille à Paris, dirige la direction de l'armement de la Société maritime nationale. C'est un homme qui sait exactement comment il faut s'y prendre avec les épaves. Et voilà donc que les trois hommes, donc Sipe, Truc et notre Odenhagen, vont mettre en place tout un plan pour essayer d'abord de trouver le trésor. Bon, c'est pas très difficile de trouver les coordonnées de l'épave, puisque tout ça se trouve dans les archives de la compagnie de navigation. Il suffit d'aller au ministère des Affaires étrangères hollandais, de consulter les registres, et on voit très bien où a eu lieu le naufrage. Bon. Dans les premiers jours du mois d'avril 1922, Paul Truc et le major Sipe vont donc quitter Dunkerque, accompagnés de 2 remorqueurs destinés à fouiller les fonds marins dans la zone qui a été donc identifiée comme celle du naufrage. Léonce Payard nous dit « On commença par ratisser le fond de la mer au niveau des coordonnées trouvées dans les archives. Malheureusement, entre la Manche et la mer du Nord, les bas-fonds semés d'épaves sont nombreux. Les 2 remorqueurs traînent une dague, lourd filin, maintenue au fond de la mer par un chapelet d'olives de plomb. Les premiers jours, on crochera dans les vieilles ancres des carcasses de navires coulés pendant la guerre. Et puis dans la matinée du 7 mai 1922, là, c'est le choc. La drague est tendue. Cette fois, nous le tenons, le bateau à fromage, s'exclame Paul Truc. Il y a 2 scaphandriers qui vont, c'était la grande époque, on est dans l'entre-deux-guerres, le scaphandre était la mode, si je puis dire. Les 2 scaphandriers vont s'enfoncer dans les profondeurs pour aller inspecter ce qui peut bien retenir cette drague. Et lorsqu'ils remontent à la surface, ils sont tout à fait en mesure de le confirmer, où il n'y a pas de doute. C'est bien le Tubantia qui repose là-dessous. Franck Ferrand sur Radio Classique. Les scaphandriers sont tout à fait certains de ce qu'ils ont vu. Le Tubantia est bien là, il est en dessous, il repose à 40 mètres de fond.
Le matériel des plongeurs, nous dit Jean-Baptiste Galen, qui nous propose cette émission. Ce matériel, à l'époque, est loin de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Pour s'enfoncer dans les profondeurs, il faut porter des semelles de plomb. On est relié en permanence au navire par un tube par lequel arrive l'air, vous savez, avec une pompe et 2 hommes qui actionnent la pompe sur le pont du navire. On est en 22, bien sûr. Ce matériel nécessite des conditions météorologiques impeccables. Il faut une mer calme, un temps ensoleillé. Tout ça réduit le nombre de jours où l'on peut travailler. Il y a évidemment, il est difficile de ne pas songer au trésor de Rackham le Rouge quand on raconte ça, au célèbre album d'Hergé avec Tintin. L'été va passer, le trésor ne fait pas surface, le Tubantia s'est coupé en 3 lorsqu'il est arrivé sur les fonds marins, la chambre frigorifique n'a pas encore été localisée exactement et identifiée, et voilà qu'arrive l'hiver 1922. Et là, c'est le mauvais temps, qu'est-ce que vous voulez, faut interrompre les recherches. Ce n'est que le 2 avril 1923 que nos plongeurs, de nouveau, vont se lancer à la recherche du trésor. Ça y est, on s'enfonce de nouveau dans les profondeurs. Ils parviennent à arriver sur l'épave, à percer la coque du navire. Ils arrivent comme ça à accéder au cale. Et là, on peut dire qu'ils sont vraiment tout près du but. Seulement à la fin du mois d'avril, Paul Truc voit poindre à l'horizon une issue de ses malheurs. Il se dit que ça y est, cette fois, on va y arriver. Il saisit une paire de jumelles et il aperçoit un vaisseau de la Royal Navy. Et le navire anglais a l'air de s'approcher d'eux. Non, ça c'est incroyable. Le capitaine s'attend à voir une embarcation se détacher du navire pour venir à leur rencontre, mais le premier soir, le navire de guerre britannique se contente de jeter l'ancre et il est là, il demeure pas loin des 2 navires français. Je cite de nouveau Claude Farrer. Au matin, prenant son courage à 2 mains, Paul Truc essaya de renvoyer au fond ses scaphandriers, mais tout de suite, des explosions violentes se succédèrent. Le navire de la Royal Navy fit exploser de puissantes charges sous-marines afin de rendre impossibles toutes les explorations. Précipitamment, les scaphandriers remontèrent éperdus, et il fut bien clair que désormais, toute plongée devenait interdite. Et voilà la raison de ce navire anglais dans les parages immédiats du bateau de recherche. Paul Truc décide d'en référer aux autorités. Un navire français retourne à Ostende pour envoyer un message. Et pendant ce temps, les scaphandriers tentent de nouveau de descendre vers l'épave. Sauf que à chaque fois qu'ils le font, à chaque fois qu'ils essaient d'aller fouiller pour trouver leur trésor, les Anglais envoient des charges d'explosifs et rendent toute expédition sous-marine impossible. Ils risquent d'ailleurs, en faisant ça, d'abîmer l'épave elle-même, évidemment. Bref, impossible de mener davantage les recherches. C'est maintenant devant les tribunaux qu'il va falloir s'expliquer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 21 juillet 1923, à la High Court of Justice de Londres, Sir Maurice Hill, coiffé de sa plus belle perruque à l'anglaise, vous savez, ouvre le procès. Le major Sippé déclare que l'épave du navire se trouve dans les eaux internationales et donc que l'État britannique, le Royaume-Uni, n'a aucune raison d'essayer de se l'approprier. Seulement, le magistrat passe très vite sur ce détail et on préfère questionner le major sur la cargaison de l'épave. Pourquoi est-ce qu'il s'intéresse tellement à ce navire coulé? Et Sippé répond que c'est une cargaison commune, ce à quoi le juge répond « Il est étrange que l'on attache tant d'intérêt à une cargaison d'un caractère commun, alors que celle-ci avait séjourné 7 à 8 ans au fond de la mer ». En réalité, il devient vite évident que le juge sait exactement ce qui se trouve dans les cales du Tubantia. Vous avez vu que c'est ce qu'on appelle exactement le secret de Polichinelle, c'est-à-dire que tout le monde sait exactement ce qu'il y a là-dedans. Le 24 juillet 1923, la Cour va rendre sa décision. Les 2 navires de la Société maritime nationale doivent cesser leurs recherches et laisser la Royal Navy explorer l'épave. Entre parenthèses, ça contredit complètement les règles maritimes en vigueur. Mais qu'est-ce que vous voulez? La Royal Navy possède cette place de première puissance maritime en Europe. Elle peut facilement exiger qu'une épave qui se trouve à quelques milles de son territoire lui revienne de plein droit et les plaignants ne peuvent rien faire. La seule chose, c'est qu'ils ont perdu la partie et qu'ils ont dû cesser leurs recherches. Alors le trésor, me direz-vous, le trésor, eh bien, officiellement, selon les sources britanniques, les déflagrations
déflagrations commises par la Royal Navy en 1923 pour empêcher les scaphandriers d'accomplir leur travail. Ces déflagrations auraient suffisamment abîmé l'épave pour rendre impossible la découverte du trésor. Bon, admettons. Aujourd'hui, il est impossible d'affirmer si dans les flancs du Tubantia, le trésor du Kaiser continue de briller pour les poissons tout seul, mais il est également impossible d'affirmer le contraire. Vous écoutez Radio Classique.